Bon, on n'a pas en général envie d'être malade, hein, mais là, on a encore moins envie d'être malade. C'est une description très précise, très intéressante et effectivement très inquiétante. Voilà, moi je suis là juste pour passer la parole à ceux qui veulent la prendre, pour témoigner, poser des questions. Hein, allez, tu as un micro. Bonjour. Alors, j'ai une question à Sabrina, mais juste avant, je voulais juste parler de deux choses, moi, qui m'inquiètent notamment. C'est le déremboursement de l'homéopathie. Et parce que ça fait quelques années que je ne prends plus, je n'ai plus du tout affaire à l'allopathie, parce que j'ai eu des très mauvais retours au niveau de la santé. Et la deuxième chose, c'est la privatisation du sport. Parce que la privatisation du sport, c'est aussi un problème qui fait que ça va augmenter les inégalités. Et le sport, c'est également la santé. Voilà. Donc, c'est ces deux choses. Et j'ai une question je m'adresse à Sabrina. Merci pour votre témoignage. Je voulais savoir, parce que je me souviens de ce film sur le Mediator et Irène Frachon avec qui était lanceur d'alerte, mais vous êtes aussi une sorte de lanceur d'alerte, hein, je trouve, par rapport à vos témoignages. Je voulais savoir si vous aviez une pression par rapport aux médicaments, si jamais on vous demandait de délivrer certains médicaments de laboratoire plus que d'autres, enfin s'il y avait quelque chose dans ce sens-là. Il y a un tour de questions, non ? D'autres Ouais, peut-être. Comme ça, je prends tout et puis je réponds à un questions coup. d'une fois, ouais, c'est vrai. Il y en a d'autres ? Ouais. Bonjour. Donc, le groupe de Bobigny, on est venu, on est solidaires. On fait depuis 4 samedis aussi, enfin le 4e samedi, les Gilets jaunes, c'est important. Je voulais revenir parce qu'il y a quelque chose tout à l'heure qui m'a parlé et qui ne me donnait pas du sens avant, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai été donner mon sang, comme je fais assez souvent. Je suis inscrit sur la liste des donneurs de la moelle osseuse. Et donc à l'hôpital Avicenne, à l'établissement EFS, ils ont fait, enfin ça fait longtemps maintenant que ça dure, ils reçoivent des groupes d'étudiants. Donc l'enseignant, enfin, ou le prof, je ne sais pas comment on peut dire, accompagne sa classe. Et donc ils passent tous à tour de rôle et il faut qu'ils aient 12 ennemis. Alors là, pour moi, c'est du charabia. Il faut qu'ils aient 12 ennemis pour pouvoir donner leur sang. Et en même temps, donc voilà, ils étaient contents parce que pour ce coup-ci, ils donnaient la classe, il n'y avait que 2 qui ne pouvaient pas donner son sang. Et donc je parlais avec la dame qui me prélève le sang constamment, enfin à chaque fois c'est sur elle que je tombe. Et elle me dit, justement, c'était une des rares fois où ça pouvait être possible. Et concernant l'obésité, justement, elle s'est aperçue qu'il y a beaucoup de classes qui viennent pour pouvoir donner le sang. Et les enfants, ils se sont aperçus qu'il y a la malnutrition. Et bien souvent, ils ne peuvent pas donner leur sang. Et on s'aperçoit que c'est les quartiers défavorisés. Et que même de vouloir sauver son prochain par un acte simple, de vouloir donner son sang, on ne peut plus. Certains quartiers de l'Île-de-France ne peuvent plus donner le sang parce que les enfants ne mangent plus correctement. Mais il me semble qu'il y a 4 semaines, quand on s'est vu et qu'on parlait de l'éducation, l'alimentation était aussi une source de la problématique qu'il fallait porter au niveau européen sur l'état de santé de nos banlieues. Et donc, c'est assez, en ce moment, pour moi, c'est assez significatif. Toutes ces réunions qu'on fait un peu partout, sur les groupes d'appui, où on peut tous se rencontrer. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les sujets, je pense qu'ils ont été tus pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, tout éclate. Donc les gilets jaunes, je pense que c'est juste aujourd'hui, c'est la saturation de tout. Alors moi, j'aime pas trop dire gilets jaunes parce que moi je suis content, en fin de compte, c'est les Français se reparlent. Pour moi, c'est ça, les Français se reparlent. Donc on a un signe distinctif qui est le gilet jaune. Mais nous, ça fait 3 week-ends qu'on est sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, et Dieu sait qu'à chaque fois qu'on y va, on part, parce qu'on a le bouquet final des lacrymogènes, mais sinon on resterait autant de temps qu'on pourrait y rester. Et donc moi, bon voilà, donc ça c'était l'état général de la France. Je pense que maintenant, et puis on a les poids lourds, il y a les agriculteurs lundi. Enfin maintenant les problématiques, il y a les bacheliers, ils ne demandent pas d'argent, ils ne veulent pas la réforme du bac, ça c'est gratuit. Même eux on les a mis dans la rue depuis hier, donc bon, c'est une problématique maintenant, c'est multicatégoriel, donc là je ne sais même pas comment ils vont s'en sortir avec ça, parce que je pense qu'ils auraient pu nous tuer différemment, c'est-à-dire que si dès le départ ils avaient dit bon on baisse les taxes sur l'essence, on était mort parce que les revendications derrière on n'aurait pas pu les entendre, et aujourd'hui maintenant il y a toutes les revendications, donc maintenant ils ne peuvent plus rien faire, et il ne faut pas lâcher. Franchement il ne faut pas lâcher, autour de vous,
Moi, je le dis, quand je pars sur les Champs-Élysées, enfin, avec nos amis, on est plusieurs à partir, même les Balbiniens qu'on ne peut pas emmener avec nous, ils sont dans notre cœur et on le crie haut et fort et on est bien content parce que là, sur place, on se protège les uns les autres. Hein, les plus méchants, c'est les CRS, on va leur donner une prime parce que c'est difficile le métier qu'ils ont choisi. Parce que je vous rappelle, hein, pour être CRS, on n'est pas muté d'office, c'est vraiment un choix de corps. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur le carnet de santé informatique, là. Cette traçabilité Google, Amazon, bientôt. Enfin, moi, c'est simple, je ne vais pas le faire. Mais voilà, je voudrais savoir comment on appelle ça, les répercussions que ça va avoir encore sur notre service public de santé et sur justement la problématique de la consultation auprès du praticien. Parce que là, j'entends déjà qu'on supprime des lits. Enfin bon, ça c'est un sujet qu'on entend, on a été sensibilisé depuis des années là-dessus. Mais je voudrais vraiment avoir le retour d'un professionnel parce que je pense que l'impact est certainement plus pernicieux qu'il est présenté à la télé et dont déjà nous on a la réflexion. Voilà. Merci. D'autres questions? Ce qui est quand même frappant, je trouve, c'est la faiblesse de la médecine préventive, et notamment dans les écoles, dans les lycées. Il n'y a plus de médecins scolaires, il y a une infirmière. Nous, à Jean Jaurès, pendant plusieurs mois, on n'a pas eu d'infirmière. Donc les élèves, s'ils n'étaient pas bien, on ne savait pas trop quoi en faire. Moi, j'ai dû appeler 2 fois les pompiers parce qu'il n'y avait pas d'infirmière et je ne suis pas médecin. Donc si un élève se met à tomber, à devenir tout blanc, je ne sais pas quels soins effectivement lui apporter. Donc je ne suis pas sûre que... moi, je me souviens, étant enfant, de médecins scolaires qui venaient, de vaccins. Et ça n'existe plus. Et je trouve que c'est aussi une des grandes faillites, c'est qu'il y a plus de travail sur la prévention. Et on parlait de l'humain qui manque. C'est vrai qu'on a du mal à trouver l'humain dans la médecine conventionnelle. Alors il y a évidemment des gens qui vont après voir des naturopathes, des homéopathes qui ont une vraie dimension. Moi j'en ai fréquenté qui nous recevaient pendant 1 heure, 1 heure et demie pour essayer de... Mais bon, c'est des coûts très onéreux, donc c'est plus accessible. Donc ça renforce encore les inégalités. Donc il y a des personnes qui sont traitées comme des numéros et puis d'autres qui vont être traitées effectivement comme des personnes. Qui veut... Ah, pardon, excuse-moi. Moi, déjà, bravo Sabrina pour l'intervention chez Hanouna. On était fans, vraiment. C'était génial. Et après, moi j'ai appris plein de choses ce soir et en effet, ça donne pas envie d'être malade. C'est assez flippant. C'est juste une petite intervention. Ce matin, je suis coiffeuse, donc j'ai coiffé une cliente qui trouvait Agnès Buzyn très très bien. C'était assez compliqué, le débat était un peu houleux, mais bon, ça s'est bien terminé. Et non, mais bon. Je me dis, je t'invite à regarder l'émission du Média au combat où t'as tous les représentants du personnel hospitalier qui défendent leur point de vue. Et, on verra si elle le regarde. Et aussi, et justement, je parlais avec elle d'un article qui a été écrit dans Le Monde Diplo qui s'appelle L'éloge de la gratuité. Et en fait, dans cet article, ils expliquent que, donc c'est un peu un parallèle, mais ils expliquent qu'en Angleterre, ils ont comparé en fait ce que coûterait le fait d'investir dans un revenu universel ou bien de rendre les services de santé, d'école, etc., gratuits. Et il y a un espèce de fossé, c'est beaucoup plus rentable, justement, vu qu'on parle à un gouvernement qui ne pense qu'à la rentabilité, c'est beaucoup plus rentable la gratuité. Et je pense que ça serait bien d'axer aussi nos combats là-dessus, parce qu'on a les preuves, justement, de cette université, je crois que c'est Cambridge ou Oxford, je ne sais plus laquelle, qui a des preuves de cette enquête-là. Et voilà, pour revenir à ce qu'on avait après la Deuxième Guerre mondiale, et voilà ce qu'on a récupéré du Conseil de la Résistance. Voilà. Qui veut répondre aux diverses questions? Tu as le micro.
Alors, en fait, si on est très exact, pour te répondre, ce qui les intéresse, c'est pas la rentabilité. C'est la rentabilité de court terme et au bénéfice du privé. Ce qui, du coup, n'est pas la même chose. Parce que quand tu regardes, pour te donner un exemple très précis, quand j'étais en hépato-gastro, tu as des gens qui ont un cancer digestif, on pose, vous savez, pour ceux qui ont un pack. Pour pas que les gens les piquent à chaque fois, on met un pack sous la peau et à chaque fois, ça sera là qu'on fera la perfusion. Ils ont décidé que c'était plus assez rentable d'avoir un interne ou un cher qui fasse tout le temps de la pose de pack. Avant, on avait ça, on avait nos collègues, ils faisaient quasiment que de la pose de pack. Donc, ils ont dit, maintenant, pour la pose de pack, on va transférer le patient, on ferme le bloc, donc nous, on gagne un peu de sous sur le service, on est d'accord, donc on est plus rentable à un moment T. Ils se sont dit, on va transférer, et donc, nos patients à une clinique qui était située à 5 km de l'établissement, pour ne pas le citer, on paye donc l'aller-retour en ambulance, la nuit d'hospitalisation à la clinique et le retour, mais c'est la Sécu qui paye, pas l'établissement. Donc l'établissement fait des économies, mais in fine, c'est pas du tout rentable pour le système. Mais par contre, donc si tu veux, c'est pas la même chose comme là, quand on parle de la télémédecine qui va aller vers AXA, à chaque fois qu'ils font des gros groupements hospitaliers et qu'ils font des partenariats publics-privés, on l'a vu parfois avec le grand copain à eux qui a construit sur l'HEGP à Pompidou, ça a coûté 500 millions d'euros supplémentaires à la fin. Donc, c'est là où en fait c'est au bénéfice de qui et rentable pour qui. C'est pas parce que stricto sensu, quand tu regardes la dame, là, la chirurgie ambulatoire, qui repartent, qui ressortent et qui reviennent à l'hôpital, c'est pas rentable. Non, en fait, c'est rentable à un moment T pour ton service qui peut justifier d'avoir fait que là, la sortie, stop. Mais en fait, voilà, à long terme, c'est pas la rentabilité, c'est plutôt le profit court-termiste pour quelques-uns. Ensuite, la faiblesse de la médecine préventive, mais claire et nette que ça, d'avoir supprimé, mais de toute façon, pour pouvoir supprimer partout et faire des économies sur tous les ministères, il faut bien supprimer partout. Donc suppression des médecins scolaires, suppression des infirmiers, la médecine préventive, les médecins du travail aussi, où là, évidemment, quand on vous parle de ce que coûte on va faire de la pertinence, mais c'est quoi la pertinence? Il y a des gens, c'est leur seul accès à un médecin de l'année. D'avoir une prise de tension. Combien, nous, on a de gens qui sont envoyés par un médecin du travail parce qu'il a trouvé des chiffres tensionnels trop hauts, parce que là, il lui a dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de sang dans mes selles depuis 2 mois, mais bon, ça m'a pas inquiété. » Enfin, des choses comme ça. Donc, c'est hallucinant. Et à quel point on prévient pas aussi, même chez nous, on le voit bien. Je le raconte, moi, dans le livre, j'ai hésité longtemps à en parler parce que c'est très tabou. Moi, j'ai souffert d'attaques de panique, puis de dépression suite au décès d'une petite jeune fille que je suivais parce qu'on vous envoie en 4e année, vous avez passé 3 ans dans les bouquins et puis à 22 ans d'un coup vous vous retrouvez dans l'hôpital à devoir gérer tout et puis chacun arrive avec sa vie d'avant, ses fragilités ou ses forces et on n'est pas à 0 visite médicale. Comment vous expliquer que vous allez vous entrer là, vous allez faire un métier tous les jours confronté à la maladie, à la mort, etc. Et à aucun moment on s'assure de votre état de santé psychique. Moi j'ai eu des externes qui, comme ils savaient que j'étais engagée, venaient me voir en me demandant si je pouvais leur faire leur prescription de Xanax ou qui me disent est-ce que je peux m'absenter demain, tu sais j'ai fait une TS il y a 2 mois et du coup j'étais la seule à qui ils osaient en parler parce qu'ils me savaient engagée sur ces questions. Mais c'est effrayant. Du coup, combien il y en a qui se taisent et qui souffrent en silence et qu'ensuite on a la mauvaise nouvelle dans le journal de savoir qu'ils ont mis fin à leur jour. Donc évidemment, la médecine préventive et de manière globale, et tu le disais pour le sport, de manière globale, de toute façon, ils ont voté contre qu'on mette les scores, enfin les Nutri-Score et ce qu'il y avait dans l'alimentation à l'Assemblée. Quand vous avez un pouvoir d'achat minable et que moi, ici à Montreuil, à Super U, la Nouvelle-France, il y avait encore hier le monsieur qui me disait à Noël, avant on mangeait du saumon et on prenait des Saint-Jacques et cette année il faut que je choisisse entre le repas ou les cadeaux des gosses. Bon, ça, c'est décliné à l'année. Parce qu'en fait, à un moment, ça va, la classe bourgeoise qui nous explique quand on veut bien manger, on peut, ça va, c'est pas vrai. À un moment, d'abord, qui sont ces gens
quand on travaille, les aides-soignantes qui commencent à 6 heures le matin, qui donc prennent le RER à 5 heures et reviennent tard, à un moment, elles n'ont pas 4 heures pour faire un pot-au-feu à la maison. Elles achètent les trucs prêts au micro-ondes en 2 minutes et un paquet de chips pour manger en rentrant dans le RER. Donc c'est tout un pan qui va ensemble, le travail, la santé, l'environnement, la façon dont on s'alimente, etc. Et ensuite, évidemment, pour le sport, tout le monde ne peut pas aller au club d'équitation de l'école militaire. Et évidemment, à chaque fois qu'on supprime un peu plus les assos locales, je me rappelle de François à l'Assemblée avec son gilet, qu'on enlève les crédits de sport aux assos, etc. Évidemment, on enlève... mais bon, elle a trouvé un truc génial à ça. On va faire l'éducation dans les écoles par les externes, les étudiants en médecine. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est quand même incroyable ce truc. C'est-à-dire qu'Agnès Buzyn a décidé qu'on allait refaire de l'éducation préventive à la santé dans les établissements. Alors, on vous dit il faut bien manger. On n'a pas dit qu'on donnait de la thune à ta mère pour que tu manges bien, mais on te dit qu'il faut bien manger et on t'explique comment ça se passe pour le sexe, etc. Bon, c'est vrai qu'on a fermé le centre IVG à côté de toi, mais on vient quand même t'expliquer comment ça va se passer. Et ce qui est génial, c'est que dans un pays où on vous dit qu'il y a trop de chômeurs, elle ne dit pas « Tiens, on va embaucher des gens compétents pour le faire ». Non, c'est les étudiants en médecine qui vont aller le faire. En plus, c'est pratique parce que comme ils gagnent 100 € par mois, c'est cool quand même, tu vois. Après, moi, j'attends le fouet derrière eux pour savoir jusqu'où on va aller. Et ils sont 20 € la garde de nuit, ce qui est quand même... Après, quand on est interne, c'est beaucoup mieux. Le 18h, 8h du matin, on passe à 100 € la garde. Donc 8,34 € de l'heure. À bac plus 9, on se sent reconnu. Voilà pour ces questions. Le carnet de santé, alors là, t'inquiète pas. En fait, ce truc, si tu veux, ça fait depuis 2006 qu'il est dans les rouages. Ils n'arrivent pas à le faire. Ça fait depuis 2006 que c'est le même truc. Ils essayent de l'appeler autrement, de faire des campagnes de com et tout, sauf qu'en fait, c'est un outil Internet de plus qui n'est adaptable à pratiquement aucun logiciel des médecins généralistes. Donc ça veut dire qu'une fois que ton médecin généraliste, il a rempli ce que tu avais sur déjà son dossier à lui pour pouvoir se rappeler la prochaine fois que tu viens de tes antécédents, est-ce que tu fumes ou pas, nanana, en partant, avec sa journée qui commence déjà à 8h et qui finit à 21h, il faudrait que le soir à 21h, il recopie une fois après tout ça dans le DPC. Donc clairement, nous, toute la profession dit juste infaisable, on n'a pas le temps de le faire, vos trucs ne sont absolument pas adaptés à nos logiciels, et les gens ne le font pas. Donc ce truc, ça fait juste 12 ans qu'ils essayent de le mettre, et en fait, s'ils n'avaient pas des millions d'euros à dépenser dans les campagnes pour mettre des posters derrière les bus partout, personne n'en saurait rien, même avec ça, ça ne marche pas, et je crois que ça ne marchera pas plus. Donc pour l'instant, pas trop de soucis de ce côté-là. Et par contre, pour finir, l'homéopathie, je dois reconnaître mon incompétence totale à te parler de cette question. J'ai souvent des patients qui m'en parlent, mais j'essaye déjà de me tenir à jour un peu difficilement des confs de consensus et tout, pour pas prescrire des choses qui est de la merde ou quoi, et être bien à jour de tout, mais du coup, j'ai clairement jamais eu le temps de m'intéresser à cette question de l'homéopathie. Donc je suis. Par contre, alors est-ce qu'il y avait une pression ? Ça, alors oui, tu fais bien de poser la question. Alors ça, c'est de mieux en mieux dans les facs de médecine qui de plus en plus se forcent à tenir une indépendance vis-à-vis des lobbies pharmaceutiques. Alors après, c'est pas des pressions genre le mec il vient pas avec son revolver pour te faire prescrire. Par contre, si tu veux, dans un service, encore une fois, petite anecdote, les visiteurs médicaux ils savent que le service il doit faire des économies. Et par exemple, pour un traitement de hépatite qui se fait en seringue, c'est des seringues, c'est genre 12 000 € la seringue, les trucs, les traitements d'hépatite. C'est des traitements qui coûtent très 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 cher. Et donc, ils viennent et puis ils vous proposent au service à des hépatologues, qu'est-ce que vous utilisez le plus ? Eux, ils sont pas les moins chers sur le marché, mais ils vous disent, ah, je sais que vous n'avez pas trop d'argent, mais du coup, si vous preniez le nôtre, nous, on pourrait vous offrir des fauteuils pour l'hôpital de jour pour vos patients. D'accord. Voilà. Donc, ça va de là, pour un service qui donc va plutôt prescrire ce médicament, jusque... Non, c'est pas de la corruption, pas du tout. C'est un bisou dans le cou. Ça va de ça à quand on dit le stylo, le machin. Alors vous avez plein de gens qui disent oui mais je suis pas corrompu parce que j'ai un stylo. Bah ouais, mais quand vous avez un stylo où il y a écrit Mopral, bah moi quand j'ai besoin de prescrire un inhibiteur de la pompe à prêton, bah oui, le premier truc auquel je vais penser à force de l'avoir 25 fois sous les yeux dans la journée, c'est Mopral. Donc c'est aussi par ça que ça passe, le petit déj. Alors c'est pas mais bon, on note quand même, attendez, je l'ai noté quelque part pour vous dire sur le lobbying. On est Sanofi en France en 2014, on n'a pas les chiffres plus récents, mais il a dépensé 2 890 000 € de lobbying. Hein.
Donc bon, c'est que quand même, ça a un effet pour eux. Sinon, ils dépenseraient pas tout cet argent. Et ils ont bien vu que à Bruxelles, il y avait 12,5 millions d'euros en 2017 pour les 10 premiers mondiaux du secteur de frais en lobbying. Et comme par hasard, ces frais-là ne sont pas faits que chez les médecins, aussi chez les députés. Et ils augmentent un mois et demi avant le plan de loi de financement de la sécurité sociale. On a décidé du remboursement et du prix des médicaments. Donc bien évidemment, alors après de plus en plus, il y a la SOS très bien formée indep qui fait un travail exceptionnel. Là, vous avez le journal, la revue Prescrire qui fait référence chez tous les médecins sur lequel on se base pour avoir vraiment une info où eux ils sont complètement indépendants et ils reprennent à chaque fois, ils font une étude méthodologique de toute la revue de la littérature qui a été faite pour redire ce traitement n'est pas efficace par rapport à tel autre. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut effectivement faire cet effort de lecture, etc. Et c'est un peu la solution de facilité quand vous avez, on le sait tous aujourd'hui, on a appris à l'internat, c'est vrai que vous n'avez pas toujours 2 heures pour relire le truc, donc vous prescrivez ce que prescrivez vos chefs. Vos chefs, ils ont prescrit ça parce qu'ils avaient le stylo dans la poche et qu'ils ont visiteur médical. Et en plus, il y en a qui sont malins, comme ils savent, pour vous donner l'exemple de l'Inexium, vous savez, quand on a mal à l'estomac, un IPP, ils savent que à peu près, si je ne m'abuse, je crois que c'est 60 à 70% des médecins généralistes qui ont tendance, quand ils revoient les patients en sortant de l'hôpital, à recopier l'ordonnance. Ils remettent comme ils savent qu'il faut le même traitement et ils recopient. Donc, le mec qui fait Inexium, il s'est dit je vais faire à prix super bas Inexium à l'hosto. Comme ça, ils vont tous avoir l'Inexium, et comme je sais que derrière les généralistes, ils vont presque faire la même chose, en ville, prix de l'Inexium, ça remonte. Malinx, le lynx. Hein. Bon, voilà. Donc, évidemment, il faut à tout prix avoir très rapidement, c'est pour ça qu'on défend la France Insoumise, le pôle public du médicament. On a eu encore récemment le problème des pénuries de médicaments, parce que aussi, quand les mecs, ils distribuent en premier là où le profit est le plus intéressant. Ce qui nous met en danger, clairement. À un moment, on n'avait plus d'antihypertenseurs d'une certaine classe. On n'avait plus de traitement contre l'hépatite C. Donc évidemment, c'est aussi un danger d'être directement dépendant, et que les mecs, si demain ils disent on vous met en pénurie de médicaments, on est keblo, bloqué. Pardon. Par rapport aux médicaments, c'est peut-être une question bête, hein, mais justement avec la cliente de ce matin encore. Je lui disais, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que l'État se remette à investir dans la recherche et fabrique lui-même des médicaments? Alors elle m'en répondait, c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est impossible, et je voulais avoir son opinion sur cette question-là. Oui, non mais oui. Après c'est la thèse du TINA tout le temps. C'est pas possible. On peut pas. En fait, tout est possible. Enfin, clairement, il y a pas de. C'est pas possible. Surtout qu'aujourd'hui, quand on voit ce que ça nous coûte, vous avez, quand vous regardez. Alors attendez, je mets petites notes. Vous avez vu, je travaille beaucoup. Comme ça, vous voyez que j'étais pas mal polie. Hein. Je prenais les notes pendant qu'il parlait pour vous le redire. Sanofi. Pour vous dire, mes chers, le CICE, qu'en même temps, vous savez que les exonérations sociales qui manquent à la Sécu, il a reçu 11 millions d'euros de CICE, 125 millions de crédits impositivité recherche. Et ouais, d'accord, t'es plus à jour que moi, merci, c'est bien. Il me faut des fiches, hein, tu sais. Il a réalisé 3,7 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, figure-toi qu'il supprime 2000 postes de chercheurs. Et que sur ces sous-là, 70% de ce qui donc était à nous, il a versé 70% de ça à ses actionnaires. Donc je crois que si cet argent-là, il servait à la recherche, et là tu vois bien à quel point il n'y a pas de volonté, puisqu'il y a eu encore un amendement sur la recherche sur les cancers pédiatriques, qui est la 3e fois qu'il a été ramené par des députés, et encore pas que de chez nous, et il est refusé par la majorité, alors que c'est quand même 500 gamins par an qui décèdent de cancer infantile aujourd'hui et qui sont dépendants de la charité de nous tous qui donnons 10 euros par-ci, 5 euros par-là à des assos, et qui du coup vont à l'étranger chercher des alternatives thérapeutiques, parce que ça représente 5% de la recherche sur les cancers aujourd'hui, les cancers pédiatriques. Et là, ils ont proposé un budget à hauteur de 20 millions d'euros
avec toutes les propositions qui fait que il n'y avait pas de perte ni de manque à gagner pour l'État, ça a été refusé. Donc à un moment, voilà, c'est une question d'idéologie pure en fait. Donc ça, c'est pas vrai de dire qu'on peut pas. On peut très bien, mais on veut pas, tout simplement. Merci. Alors, je ne sais pas si Thomas ou Riva, vous voulez, à ce stade de la discussion... Moi, je donne l'intégralité de mon temps de parole. D'accord. Alors, peut-être encore, effectivement, quelques questions. Puis moi, j'aurais peut-être une question aussi sur l'hôpital de Montreuil. Riva, si tu pourras nous en dire quelques mots après. Ouais, mais enfin, j'aurai deux mots à dire. D'accord. Plutôt sur le curatif. Merci. J'ai regardé, je ne dois pas être le seul, la dernière mission de Cache Investigation sur les dispositifs médicaux. Et donc, ils sont revenus assez longuement sur la façon qu'avait l'Union européenne d'homologuer ou non les dispositifs médicaux. Et la question que je me posais, et là, l'émission n'y répondait pas, c'était quelles conséquences ça aurait pour les patients, pour les gens qui en ont besoin, si on appliquait les mêmes contrôles stricts que sur les médicaments, si on faisait les mêmes procédures pour les dispositifs médicaux. Est-ce que ça ralentirait énormément leur disponibilité ou est-ce que ça ne changerait pas grand-chose? C'est juste une absence d'envie de vraiment les contrôler, quitte à ce qu'il y ait des scandales après sur des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans certains cas. J'ai pas vu l'émission, du coup je sais pas ce que c'est cette homologation de dispositifs médicaux. Les industriels devaient même fournir à des entreprises homologuées par l'UE qui elles-mêmes en retour homologuaient le dispositif et qui pouvaient être vendus, voire qui pouvaient dans certains cas être vendus avant même que cette autorisation-là soit donnée, et que les États n'étaient que l'Union européenne n'était là que pour vérifier que l'entreprise qui donnait la certification finale avait bien le niveau pour la donner, en gros. Ça s'arrêtait là, et qu'il n'y avait pas de tests cliniques, pas de tests à différentes échelles pour voir si le produit est nocif ou pas. Et il parlait notamment des prothèses pour prothèses mammaires texturées qui causaient des lymphomes à répétition, et que là, suite à la diffusion de l'émission, comme par hasard 3 jours avant, le ministère s'était réveillé, avait sorti plusieurs trucs, oh là là oui on va regarder, dans ces années qu'on est dessus, etc. De toute façon, de manière globale, à chaque fois qu'on n'a pas l'œil et des chercheurs sans conflit d'intérêt, parce que très souvent, et c'est ce qui se pose aussi, c'est le même problème qu'avec les laboratoires, c'est que les mêmes sont quand même jugés partis. Enfin, c'est eux qui produisent des études sur des molécules test, alors que c'est eux qui les... et vous l'aviez eu très bien dans un des caches investigation aussi, où on avait, sur leurs études, il y avait un moment où les courbes se rejoignaient, puis du coup, comme ça se rejoignait, ils ont coupé l'exemple avant que ça se rejoigne pour dire, ah bah regardez, ça monte, et puis on enlève la fin de la courbe. Donc évidemment, ça pose un problème, mais dès lors que vous avez une ministre qui elle-même vous dit, s'il n'y a pas de... si ces gens ne travaillent pas avec des grands laboratoires, ça pose le problème de la compétence de ces experts. Moi, c'est là que ça m'inquiète, si vous voulez. Quand on a le scandale Mediator dont tu parlais avec Irène Frachon, qui le dit elle-même, la pharmacovigilance et tout a mis hyper longtemps à réagir. On le sait qu'aujourd'hui, avec la loi secret des affaires qui vient par-dessus ça, un scandale comme celui du Mediator n'aurait même pas pu voir le jour. On a la même chose avec la Dépakine et Sanofi, où on attend... les perquises vont moins vite à certains endroits. Donc évidemment, dès lors qu'il n'y a pas des professionnels indépendants de toute industrie et lobbying qui ne checkent pas ça, et qu'on est là que pour mettre de l'assertif, de certif, bien évidemment, je pense qu'il y a un danger pour nous tous, comme c'est le cas pour certains médicaments à qui on donne l'autorisation de mise sur le marché, alors même qu'on estime que les fast tests, enfin d'en prescrire, tu as parfois la revue qui nomme, selon nous, cet essai clinique n'est pas assez poussé pour dire qu'on peut donner l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Donc c'est assez flippant de te dire que le truc il est dans les pharmacies, mais que comme là, de fait, on ne retire pas du marché Primpéran, Vogalène, alors qu'on sait que le bénéfice-risque est défavorable pour ce médicament, à l'indication qu'il a. Pour moi, oui. Après, je ne suis pas une experte dans le domaine, donc là, ça nécessiterait encore vraiment des experts sur les dispositifs médicaux, parce que je n'ai pas la prétention de parler au-delà de ça, mais je pense.
Et après, je m'en irai. Ouais. Moi, j'avais une question assez bête, mais je voulais savoir aujourd'hui comment sont recrutés les directeurs et les directrices d'hôpitaux. Est-ce que, puisque c'est des vrais comptables, c'est des gens qui sont... mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont recrutés différemment d'il y a quelques années? Je suppose qu'avant, ça pouvait être des médecins, des... Alors en fait, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment ça, je l'explique longuement aussi. Donc en fait, depuis Sarko, si tu veux, ils ont décidé de changer la nomination d'un directeur d'hôpital où il a dit il faut qu'il y ait un chef dans le bateau. Et en gros, pour s'assurer aussi que ces politiques publiques à l'œuvre, elles soient déclinées correctement à tous les échelons de la santé, tu as le ministère de la Santé, il nomme les directeurs des agences régionales de santé. Le directeur de l'agence régionale de santé nomme le directeur d'un hôpital. Le directeur d'un hôpital nomme les chefs de pôle des établissements. Chef de pôle cardio-pneumo, chef de pôle. Et chaque directeur d'ARS peut être licencié chaque mercredi en Conseil des ministres. Donc autant dire que ça donne pas trop envie de pas écouter la leçon. Tu vois, ça pose une ambiance, comme on dit. Voilà. Donc, et ces gens-là sortent de l'école, soit Sciences Po, soit l'ENA, soit l'école des directeurs hospitaliers, Rouen et compagnie, mais c'est que des gens... Là, il y avait un ancien directeur d'hôpital, il était dire chez Marionneau, tu vois, truc bien en rapport avec la médecine. Et ils font pas une semaine de stage avant aux urgences ou quoi pour savoir comment ça se passe dans la réalité. Hein. Non, ils sont tour de verre. Et par contre, je suis vraiment confuse, mais je dois aller chez LCI et après prendre ma garde de nuit. Du coup, je suis encore sur Marionneau. Merci de ta participation, c'était très intéressant. On te ressollicitera pour le coup, hein, si tu en es d'accord, à l'occasion d'autres débats sur ce sujet. Oui, je sais bien. Yana. Riva, tu voulais enchaîner En fait, par rapport à ce que vient de décrire comme nouvelle organisation, effectivement, au sein de l'hôpital et sur la nomination des directeurs depuis Sarkozy, le changement, il a été également sur le retrait du pouvoir politique. Hein, parce qu'avant, le maire d'une ville présidait un conseil d'administration de l'hôpital. Depuis Sarkozy, c'est plus un conseil d'administration, c'est un conseil de surveillance. Et changer de nom, c'est pas anodin. Aujourd'hui, quand on est maire et qu'on préside un conseil de surveillance de l'hôpital, vous allez gagner. T'as lu ? Et qu'on préside un conseil de surveillance, on voit bien que ce n'est plus le politique qui a la main dans cette affaire. Et ça s'est tellement technicisé, etc. Technicisé et comptabilisé, comme elle vous l'a décrit, que même quand le maire et ses élus locaux sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc., pour aller à rebrousse-poil ou pour vous faire entendre auprès du ministère et notamment des agences régionales de santé, vous avez intérêt à être particulièrement vindicatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on l'a été sur l'hôpital psychiatrique, ici sur Montreuil. Autrefois, pour les plus anciens Montreuillois, il a fallu défendre la cardiologie et l'ancien député maire a eu ce pouvoir-là. Et ça a été l'une des plus fortes mobilisations et manifestations dans la ville. On a sauvé la cardiologie. Et Philippe, en tant que comité des usagers, disait, avec la pétition sur le terrain, ça marche vachement bien. Dès qu'on prononce le nom de l'hôpital ou qu'on parle de questions de santé, les gens s'arrêtent immédiatement. Et effectivement, avec le comité des usagers, moi, avant que je sois élue, quand on avait la pétition pour sauver la maternité qui est niveau 3, donc c'est-à-dire les grossesses difficiles, l'obligation de devoir ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'hôpital, par manque d'un anesthésiste, je crois bien, la maternité niveau 3 ne pouvait plus ouvrir de manière permanente et elle était même menacée de fermeture. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui on revendique le pôle mère-enfant, etc. Et en fait, il y a tellement il n'y avait pas besoin de passer 100 ans à discuter avec les gens, hein. C'était tout de suite je signe, quoi. Et c'est effectivement sur les questions de santé que ça reçoit toujours le plus d'écho. D'autant que nous, l'hôpital de Montreuil, on sort quand même d'une situation extrêmement difficile. Je ne sais pas si c'était ta question. C'était que l'hôpital de Montreuil a fait partie des hôpitaux exposés aux emprunts toxiques.
Ça n'a pas été le cas de tous les hôpitaux. Je crois que ça a été 5-8 en France, dont l'hôpital de Montreuil. Et s'il n'y avait pas eu intervention là directement du ministère de la Santé pour sortir l'hôpital de cette toxicité, aujourd'hui nous n'aurions plus d'hôpital. Mais ça encore, il a fallu que pouvoir politique et usagers et habitants soient très vigilant par rapport à ça, quoi, parce qu'on ne peut jamais laisser passer un jour comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Donc ça aujourd'hui, voilà, c'est pas simple, y compris voilà quand on siège dans ces conseils-là. Et en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était sur ce que tu disais sur l'éloge de la gratuité, parce que on parle souvent des questions de pollution, de l'impact sur la santé, etc. Mais si justement, par le biais de l'éloge de la gratuité, on en a beaucoup parlé dans certains mouvements et partis politiques, que ça soit Attaque ou d'autres, par l'éloge de la gratuité des transports en commun que d'autres villes ont déjà mis en place, imaginez-vous quand même les conséquences immédiates sur l'Île-de-France. Donc après, ça dépend de quel coût on parle. Effectivement, comme le disait Sabrina, est-ce que c'est un coût rentabilité là, immédiat, quand on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire uniquement le temps d'un mandat, c'est-à-dire 5 ans pour la région, 6 ans pour un conseil municipal et pareillement au niveau de la métropole du Grand Paris, on n'est pas sur des logiques de long terme. Le coût, c'est quoi? C'est qu'on dépense moins sur le très long terme et que finalement on sorte de cette logique curative sur les questions de santé comme l'évoquait Sylvie tout à l'heure, ou est-ce qu'on est davantage sur le préventif? Et c'est ce qu'on défendait dans le livret France Insoumise sur la présidentielle, c'est comment on change de paradigme et qu'on prend les choses bien plus en amont. Aujourd'hui, les dépenses de santé, il y a seuls moins de 5% qui sont dédiées sur le préventif. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans des discussions sur l'offre de soins, très hospitalo-centrée, etc. Et oui, on y tient à notre hôpital public, mais vous voyez comment en fait s'est tenu le déroulé de l'échange ce soir. C'est pas un hasard, quoi. Et donc nous, notre responsabilité, elle se joue là-dessus, parce que le but, c'est pas de uniquement soigner et bien soigner quand on tombe malade. Normalement, le but premier, c'est de rester en santé et de vivre comme il faut à tout point de vue le plus longtemps possible. Vous voyez, donc cette question-là, elle est extrêmement intéressante. Et toujours sur la question de la gratuité, sur un programme municipal, vous voyez, ça se joue à plusieurs niveaux. Ça peut être sur un plan alimentation. Souvent, on l'aborde par le biais des cantines scolaires, avec la question du bio, du circuit court, etc. Mais le coût d'un repas, du bien manger et d'apprendre à bien manger est absolument déterminant. Et quand on parlait des questions d'obésité, c'est pas que pour des questions de malnutrition, c'est aussi aujourd'hui parce que c'est lié à la sédentarité, c'est-à-dire qu'auparavant, les populations, les classes ouvrières et populaires n'avaient pas forcément plus d'argent aujourd'hui pour un repas, et pour autant, parce qu'il n'y avait pas la sédentarité, elles n'étaient pas dans cette problématique d'obésité. Maintenant, c'est pourquoi il y a une sédentarité dès le plus jeune âge, et pas genre à 40 ans, 50 ans, etc., de par un métier, etc. Non, c'est dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que la pratique, on parle de sport, mais une pratique sportive, une simple activité culturelle ou autre, etc., demande un coût. Donc si vous n'avez pas une municipalité qui prend en charge le coût du temps du périscolaire ou qui permette à chaque enfant, quelle que soit son appartenance sociale, etc., vous voyez bien qu'en fonction des revenus, soit votre enfant bénéficie de cours en dehors de l'école pour une pratique sportive, pour la pratique d'une langue, pour aller au conservatoire ou pour faire du théâtre, etc. Quand vous êtes effectivement sur des revenus très faibles, tels les témoignages des gilets jaunes, quand le 15 du mois, et encore je suis gentille pour certaines familles en disant le 15, vous n'avez déjà plus d'argent pour, non seulement vous n'êtes pas sur la qualité de ce que vous mangez, mais évidemment que vous n'allez pas payer une activité pour votre gamin.
Et donc, c'est là où l'étude était intéressante de poser ce diagnostic sur les zones d'éducation prioritaire et sur les quartiers prioritaires de la ville, avec encore une distinction en plus entre les filles et les garçons. Et pourquoi les filles sont plus touchées par l'obésité dès le plus jeune âge que les garçons? Pas parce qu'elles n'aiment pas le sport, parce qu'elles n'aiment pas le foot, etc. Pas du tout. Bon, alors il y a la dimension de comment on est. Enfin, alors il y a la dimension genrée. Alors l'étude, moi, elle m'a fait bondir. C'est que mais là, on est sur un autre phénomène de société, mais qui est quand même lié et qui demande du coup à l'élu local de le prendre en compte pour davantage apporter de correctifs. C'est que évidemment, comme on est encore dans une société patriarcale, les filles sont 2 fois plus exposées dans l'étude aux tâches domestiques, ce qui leur laisse davantage moins de temps pour aller se balader, y compris avec les copines, etc., dans le quartier ou les copains, sans même avoir une activité sportive. Et du coup, nous, ce qu'on fait, et ce qu'on a initié là au niveau de la ville, puisque tu parlais du sport, c'est que sur le côté préventif, c'était la ville de Strasbourg, avec l'élu à la santé, qui avait lancé le sport santé sur ordonnance, sur comment une personne diabétique peut retrouver une activité physique. Pas une activité sportive, une activité physique, parce que ça participe à son rétablissement, etc. Et qu'on n'est pas juste sur une prise en charge médicamenteuse, et que c'est important de pouvoir se mouver à nouveau, et que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on peut pas marcher et qu'on peut pas se bouger. On a commencé par ça, et du coup c'est ce qu'on fait nous en lien avec les centres de santé. Quand on voit qu'il y a des patients diabétiques de tout âge, on est en lien avec des associations sportives ou avec le complexe Arthur H qu'on a la chance d'avoir encore une fois à Montreuil, avec un médecin qui prescrit une activité et tel type d'exercice, avec encore une fois de la gratuité, 5 mois minimum, éventuellement reconductible. Alors évidemment, pour nous au niveau de la ville, ça nécessite d'avoir une direction de la santé particulièrement efficace et toujours à l'offensive pour aller tout le temps chercher les sous sur les appels à projets. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, avec tout l'argent qu'ils économisent sur la non prise en charge à l'hôpital, et quand vous vous retrouvez sur le virage ambulatoire, évidemment que derrière on peut faire des appels à projets. Pour le fric qu'ils nous donnent sur les appels à projets, y compris sur le sport santé, ils s'y retrouvent quand même largement, parce que pour vous dire, à l'échelle de la ville de Montreuil, un dispositif sport santé coûte 100 000 € à l'année. Vous savez combien on touche en appel à projet de l'ARS? L'année dernière, sur la première année, on a touché 14 000 €. Cette année, on touche 20 000 €. Donc imaginez-vous comment il faut avoir une politique très volontariste pour prendre en considération la question de la santé publique, mais justement en amont. Et derrière, on a développé en se disant que juste l'ordonnance ne suffisait pas et qu'il fallait, on n'attend pas d'être malade. Et c'est là où certainement vous devez être au courant. Sur la ville, comme on a la chance d'avoir 3 parcs, chaque dimanche matin, de mars jusqu'à octobre, c'est la gratuité du sport dans les parcs. Et chacun, selon son niveau, sa capacité, etc. Et ça a rencontré un succès fou. Pour qui, d'ailleurs, comme c'est une pratique collective, plus de 80% des femmes, et y compris des familles qui viennent avec des enfants, pas en bas âge, mais avec quand même, moi j'ai vu des ados venir avec les parents, ou des ados qui emmenaient leurs parents, etc. Donc on est dans une bienveillance, y compris sur ces dispositifs-là. Donc quand on parle d'éloge de la gratuité, ça prend vraiment un sens. Pour reprendre les choses à la base, pour des questions qui sont tellement évidentes, mais où il faut voir qu'on ne doit pas être sur des questions de coût à l'euro, mais qu'est-ce que ça... Un peu comme quand on discute des questions d'environnement, quoi. C'est quel geste aujourd'hui pour bien faire sur le plus long terme. Sur les questions de santé, c'est exactement la même chose. Et donc, donc je voulais vraiment le dire, parce que
même si on est dans un contexte difficile, à l'échelle locale, il est toujours quand même possible de faire quelque chose. Et à force de faire, croyez-moi, et enfin, à force de faire, et puis à force d'être dans les instances aussi pour revendiquer auprès des agences régionales de santé, certes, aujourd'hui, on pèse pas grand-chose en tant qu'élu local, mais quand même le fait de continuer à apporter une parole, bien qu'on nous dise oui, on entend, etc., on verra et tout si on peut faire remonter, n'empêche qu'on est, je crois que le témoignage de terrain que les élus locaux peuvent apporter est quand même déterminant. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, ils appuient beaucoup sur les logiques d'éloignement du pouvoir décisionnel, comme je vous le disais, avec la question des métropoles, et comme nous ici sur la métropole du Grand Paris. Et vous voyez bien comment la question des gilets jaunes, c'est pas ça fait 30 ans qu'on nous dit c'est dans les banlieues que ça va péter. Vous avez remarqué que finalement, ça ne vient pas des banlieues. Ça vient effectivement de gens qui sont classés en seconde zone, eux, depuis plus de 30 ans, qui ont vu leur petite gare fermée, qui ont vu leur service postal fermé, qui ont vu leur école fermée, qui ont vu la petite clinique de proximité fermée, etc. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont eu tant d'impact et que c'est finalement, alors évidemment du point de vue parisien, on va dire la Provence, mais ce n'est pas un hasard si ça vient essentiellement des zones rurales. Donc ça, tous les indicateurs étaient là, et si aujourd'hui cette parole-là, voilà, peut servir sur une éventuelle convergence des luttes, effectivement, là, faut pas lâcher, quoi. Mais ça veut dire que c'est chaque élection, quoi. C'est Ouais, alors je crois qu'il y avait. Tu voulais dire un mot. Moi, je vous propose qu'on aille vers la conclusion. Voilà, hein, il est 9h30, peut-être dans encore 5-10 minutes. Moi, je vais conclure. Je voudrais juste, effectivement, qu'il y ait quelques prises de parole, les plus courtes possibles, pour qu'on puisse arriver à une synthèse. Alors, l'homéopathie, oui, c'est une très bonne question. Oui. Alors juste une, moi c'est, il n'y a pas longtemps j'ai fait une réunion, moi je travaillais à la RATP sur des gros chantiers, on a fait une réunion et justement, j'entends les financements et moi je suis toujours étonné d'entendre dire que maintenant la RATP elle est en concurrence avec sa maternelle, les hôpitaux, alors que sur les pôles d'activité on n'est pas du tout pareil. Nous on fait du transport public, on est là pour aménager le territoire et les trous béants des transports, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on ne sort pas les trains de fin d'année pour récupérer les tours perdus, vous savez quand on a un suicide malheureusement, on perd des tours, et ces tours coûtent de l'argent, donc en fin d'année on doit les récupérer, on met des trains même vides, pour que ça tourne, parce qu'on est payé au kilomètre par le STIF, parce que peut-être que l'hôpital va nous rafler notre budget pour l'année prochaine sur tel ou tel critère, et à un moment donné, je pense qu'aussi, ça s'adresse surtout à Thomas et à tous ceux qui nous portent beaucoup plus haut, je pense qu'il faut mettre un grand pied au niveau de ce qui est STIF et compagnie, parce qu'on peut pas, on peut plus fonctionner comme ça, d'être mis en compétition avec la maternelle du coin, sur des pôles et des secteurs de compétences complètement différents. Voilà, c'était juste ça. Moi, j'ai juste un petit mot à dire. Je reviens de recevoir ça sur les réseaux sociaux. Un rassemblement pour défendre nos droits à la santé. Alors, c'est l'hôpital de Beaumont. Il y a 300 postes supprimés. Il y a donc les urgences pédiatriques, la néonate, la réanimation adulte. Donc, il y a un rassemblement le 8. Et voilà, donc c'est l'hôpital Beaumont-sur-Loise. Hein, c'est à 33 km. D'accord. Et je voudrais juste dire un petit mot à Montreuil. On se retrouve à 14h à Croix-de-Chavaux pour ceux qui veulent rejoindre les Gilets jaunes pour samedi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, samedi prochain, donc samedi qui vient, 8, à 14h à Croix-de-Chavaux pour aller à Paris. Voilà, tous ensemble. Un mot de conclusion ? Philippe, ça va ? D'accord. Thomas, à toi. Ok. Je suis content parce que d'abord, on avait avec Pierre une sourde inquiétude sur mais est-ce qu'on va pas faire le four absolu parce que y a un soulèvement populaire qui est en cours et donc on est beaucoup à avoir en partie l'esprit accaparé par ça. En ce qui me concerne avec enthousiasme, je partage les propos tenus par mon mentor intellectuel Emmanuel Todd quand il a dit, c'était dimanche soir sur France 2,
que le mouvement des Gilets jaunes lui a rendu la fierté d'être français. Je suis très exactement d'accord avec ça, je ressens la même chose. Après des mois de nuit antisociale, j'ai l'impression de voir le retour du soleil dans l'Antarctique. Vous savez, vous avez une longue nuit antisociale et d'un coup un soleil éclatant, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Je suis très content de ça et je leur en suis à vie reconnaissant. Vraiment. Et donc, dans ce contexte-là, on se disait, est-ce qu'on va quand même réussir à avoir... on a choisi de maintenir la réunion. Est-ce qu'on arrivera quand même à avoir suffisamment de monde pour avoir une discussion, un échange? Je constate que oui. Et j'en suis très content. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis sensible à ce que Riva a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, le fait que tu aies dit que la santé, c'est effectivement un enjeu important, y compris pour des élections européennes, alors que spontanément, personne n'y pense. Alors que vous voyez bien dans ce qu'on s'est dit qu'il y a un lien, des passerelles. Et pour autant, Riva a, en partie, abondamment parlé de l'enjeu municipal et plus largement territorial. Cependant que Sabrina a plus parlé d'une situation qui est valable généralement dans ce qu'elle a dit au niveau national. Et puis de mon côté, j'ai rappelé un certain nombre de cadrages qui sont des cadrages au niveau européen. Et donc, ça vous résume finalement l'état d'esprit dans lequel on fait cette campagne européenne à Montreuil, c'est-à-dire nous mettons fin à l'absurdité qui voudrait qu'on aurait des luttes en silo. C'est-à-dire qu'il y a nos engagements associatifs, c'est une chose. Il y a nos engagements syndicaux, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. Et puis il y a nos engagements militants. Et puis dans nos engagements militants, il y a la campagne municipale, c'est une chose. Il y a la campagne européenne, c'est une autre chose. Et puis il y a notre soutien actif, le cas échéant aux Gilets jaunes, et c'est encore autre chose. Non. Tout ça, ce sont les batailles d'une même guerre, qui est une guerre sociale, dans laquelle nous sommes en légitime défense. Et donc, ce que nous prouvons ce soir par les discussions que nous avons, quand on parle de la santé, qu'on en parle sous tous ces angles différents, y compris d'ailleurs la mobilisation sur l'aspect santé des Gilets jaunes, nous sommes en fait dans une réunion de combattants. Et tout ce que nous avons là, ce sont toutes les luttes d'une même guerre sociale que nous conduisons et dans laquelle nous, et les Gilets jaunes, et les acteurs associatifs, et les acteurs syndicaux, nous sommes tous en train de relever la tête. Et nous sommes en train déjà, même si tout s'arrêtait de manière étrange là demain, c'est évidemment pas la tournure que ça prend, mais même si c'était le cas, on constaterait déjà qu'on a remporté des victoires importantes. En particulier, tout le monde a vu qu'il peut reculer, puisqu'il a reculé. Et tout le monde a vu comment on fait. Un mouvement collectif, déterminé. Voilà, c'est tout ce que ça coûte. Un mouvement collectif déterminé. C'est valable pour les Gilets jaunes, c'est valable pour la France insoumise en général, c'est valable pour notre effort de campagne, que ce soit aux européennes, que ce soit aux municipales, c'est la même chose puisque c'est les mêmes électeurs. Un mouvement collectif déterminé. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de conclusion puisque le combat continue. Je vous remercie.